bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle partie des FAQ, la 5e partie si je m'abuse le joueur et m'abuse Inferno sur de très bons films allemands, je vous les recommande et direct on commence comme ça. Je vous remercie pour toutes vos questions, il y en a quand même beaucoup, je suis surpris, je pense qu'on pourrait peut-être partir vers une 8e partie, parce que là les 7 elles sont déjà bien pleines, je ne sais pas, on ne sait pas, attention, roulement de tambour, hein. J'ai pas encore tout monté, donc peut-être qu'on va arriver pile poil à cette partie, mais je pense pas. Vraiment, je vous remercie pour tous vos retours. Je vais commencer par un petit préambule rapide pour vous parler d'une vidéo qui m'a particulièrement touché. C'est une vidéo d'une jeune et jolie jeune femme qui a fait une lettre ouverte à la Cinémathèque française. C'est une vidéo qui a été postée le 31 janvier 2016. Dans cette vidéo, cette jeune femme parle de son expérience en tant qu'accueil dans la Cinémathèque française. Quand on pense à la Cinémathèque française, on pense tout de suite à de grands noms, à quelque chose d'élégant, de raffiné, d'humaniste. Eh bien, détrompez-vous parce que c'est en fait des fils de pute. Non, c'est pas des fils de pute, mais en fait, le problème, c'est que dans certaines entreprises, la surveillance, l'accueil est délégué. C'est-à-dire que ce n'est pas la Cinémathèque française qui paye et qui s'occupe du personnel d'accueil, mais une autre boîte. Une boîte qui n'en a rien à foutre de la Cinémathèque française, mais qui s'occupe de payer le personnel. Sûrement que c'est moins cher que si c'était la Cinémathèque française qui s'en occupait directement. Elle parle du mépris du petit personnel, ces gens qui font tourner la Cinémathèque, dont les conditions de travail sont déplorables. Là, je suis devant la lettre, c'était très clair. Le témoignage était clair et il est, je trouve, assez bouleversant. Alors, il est totalement dans la tendance d'aujourd'hui, malheureusement, mais vraiment, moi, c'est attristant de voir ça, surtout pour une institution culturelle aussi belle que celle du cinéma. En plus, en France, de voir le traitement horrible qui a été effectif pendant le règne, c'est un peu ça, de Serge Toubiana, mais de toute façon, le mec, moi je peux pas le saquer parce qu'il ne veut pas avoir de Disney, l'espèce de con là. Ah, moi je suis un grand cinéphile, mais je n'ai vu aucun Disney, même pas Blanche-Neige et les 7 nains. Non, bien sûr. Hein. Il a dû avoir un problème avec Disney, hein, avec l'homme Disney peut-être, je ne sais pas. Mais pour ne avoir vu aucun Disney, ce qui est un grave problème dans la tête du gars. Hein. Je sais pas, enfin, au moins un. Bon, qu'est-ce que vous voulez. Je vous invite, je vous mettrai le lien de la vidéo, parce que je trouve que c'est très bien aussi d'être au courant de ça. Moi, je ne savais pas du tout. Souvent, comme ça, quand on entre dans un grand bâtiment et qu'il y a des gens à l'accueil, on dit bonjour et puis c'est tout. Et en fait, ce sont des gens derrière qui angoissent énormément, qui ont des problèmes et des fois, on s'en rend pas compte, mais c'est terrible. Moi, ça me choque. Moi, cette vidéo, elle m'a choqué. Je l'ai partagée, j'ai commenté en dessous. Beaucoup de gens se sont intéressés à cette vidéo. Elle a eu quelques retours aussi d'autres pratiques qui étaient plus ou moins bien. Il y a eu des gens qui ont dit que dans d'autres cinémathèques ça se passait mieux, et ils ont eu aussi des témoignages d'autres personnes dans certaines bibliothèques, c'était guère mieux ou des choses comme ça. Donc je vous invite à regarder la vidéo, c'est un très beau témoignage, c'était nécessaire de le faire, je soutiens cette personne pour qu'après la situation puisse s'améliorer pour la Cinémathèque française. Alors j'y étais allé qu'une seule fois là-bas, je ne m'attendais pas à un tel traitement du petit personnel comme elle dit. Et c'était nécessaire, voilà, c'était une vidéo qui était nécessaire. Voilà. Maintenant, je crois qu'il est temps de parler un petit peu de toutes ces questions. Je vous remercie de m'en avoir posé, je vais répondre à une partie d'entre elles. Nous commençons avec des questions de Pépé and Air. Machette, marteau, clé à molette, du sang bien rouge, pourquoi les films coréens sont-ils autant violents ? Est-ce une tradition dans leur cinéma ? Quand nous, Français, on s'y met aussi à la violence, ça peut être très très sanglant. D'une part, donc ce n'est pas uniquement parce que c'est ce cinéma coréen-là. Et deuxièmement, sûrement que tu as l'impression que le cinéma coréen est violent, mais il y a plein de comédies et de drames amoureux coréens que nous ne connaissons pas, des films sociaux que nous ne connaissons pas. Faut pas penser que c'était une tradition, comme tu dis, du cinéma coréen, certainement pas.
Et ces films-là, ces quelques films, souvent les mêmes qui tournent en boucle, bien entendu, ne sont pas représentatifs du cinéma coréen, ce serait trop réducteur, bien sûr. C'est comme dire, le cinéma américain c'est que des films de super-héros. Ce serait exactement le même acabit. Mais justement, je pense qu'il y a une déformation par rapport à ce regard, c'est que tu peux enchaîner des films violents, mais qui sont espacés d'année en année. Donc là, bien sûr, si tu fais une concentration de films espacés en 10 ans, t'as l'impression que les films coréens sont violents, mais s'il y en a qu'un seul par an, c'est sûr, ils sont pas violents. C'est juste quelques films, et les films en eux-mêmes, il y a des films violents partout, j'ai envie de dire. C'est pas uniquement coréen, cette tendance. Et puis, machette, marteau, clé à molette. Bon, là, je pense pas qu'il y ait une fascination particulière pour les marteaux ou les machettes ou d'autres ustensiles. S'il y a vraiment une signification, ça, j'en sais rien. Je ne suis pas spécialiste de la société coréenne, parce qu'à ce niveau-là, ça devrait avoir une réponse carrément dans leur façon de penser. Là, je ne peux pas répondre, bien sûr, à ce niveau-là. T'intéresses-tu aux films d'arts martiaux? Que penses-tu de la filmographie de Bruce Lee? Ouais, j'ai vu 2-3 films de Bruce Lee, mais franchement pas plus. Je suis beaucoup plus intéressé par les films avec Jackie Chan. J'aime bien regarder ça, les films d'arts martiaux, ça me détend beaucoup. Les histoires sont très agréables à regarder parce que souvent ce sont des histoires de gens naïfs qui sont très bons, mais des gens naïfs qui vont apprendre des choses, qui vont apprendre la dureté du monde et qui vont finalement surmonter leurs peurs et leurs problèmes. Et ça, j'aime beaucoup dans les films d'arts martiaux. Que penses-tu de la filmographie de Takeshi Kitano? Eh bien, j'ai eu un cours à l'université sur Takeshi Kitano, qui était super. Le cours était super, donc j'ai pu voir facilement 90% de ses films. C'est super intéressant. Après, si j'avais pas eu de cours dessus, je crois que je me serais fait un peu chier. Mais voilà, avec l'apport des connaissances de la part de ce professeur, de Benjamin Thomas, ça m'a bien aidé et du coup j'apprécie beaucoup plus les films que j'ai vus. Que penses-tu du réalisateur et scénariste coréen Hong Sang-soo? Je ne connais pas du tout. Voilà, donc je ne peux pas répondre à cette question. Est-ce que tu aurais un film qui pourrait bien représenter son cinéma? Ça m'intéresserait. D'ailleurs, c'est comme les Fulci et tout le bazar là qu'on m'avait posé la question dans les dernières parties. N'hésite pas à me proposer un film qui pourrait bien le représenter. J'essaierai de le regarder. Je te remercie en tout cas pour tes questions. Ensuite, des questions des successeurs de Disney. Alors, truc de fou, je vous ai pas oublié, mais j'étais sûr et certain d'avoir enregistré la réponse et il se trouve que non, donc j'étais un peu choqué. Je me suis dit, mais où elle est passée? Je suis sûr d'avoir enregistré déjà cette question. Alors, j'étais surpris, mais bon, alors je vais réenregistrer. Que penses-tu du fait que pour certaines séries comme Jurassic Park ou Star Wars, la nostalgie pour certaines personnes fait en sorte qu'ils apprécient énormément ou moins un film qui vient de sortir? C'est le dilemme nostalgique ou réalité. Est-ce qu'un film est vraiment bien ou est-ce que c'est la nostalgie qui change la vie du spectateur? Star Wars, c'est vraiment très très envahissant. Je pense que oui, ça, bien sûr, ça influence des gros fans. Dès qu'ils entendent ne serait-ce que des bruits, le bruit des pistolets laser ou des armes Jedi, là ça fait fantasmer parce que ça rappelle un son et ça rappelle une musique, etc. etc. Je veux dire, quand moi j'étais allé en salle et qu'il y avait le générique de Star Wars, il y a ce silence qui est d'ailleurs plus le même parce que ce n'est plus la Century Fox qui s'occupe de la distribution, donc il y a déjà une petite nostalgie qui est modifiée, j'ai envie de dire, mais dès qu'il y a le logo qui apparaît avec la musique, c'est la nostalgie qui parle là, donc c'est sûr que là on refuse, on accepte complètement le film. Non, bien sûr, c'est évident que la nostalgie travaille le spectateur. Je pense qu'on peut toujours avoir une dose de nostalgie. Il y a une distinction qu'on peut faire entre nostalgie et référence. La nostalgie joue beaucoup plus sur le souvenir, alors que la référence est plus quelque chose qui est propre au réel. Je divague un peu là, c'est peut-être pas forcément ça. Je patauge dans votre question là, à vous deux. Mais oui, je pense que je suis plus enclin à accepter la référence, encore une fois avec une quantité raisonnable, que la nostalgie qui est pure et qui arrive comme ça. Je veux dire, le jeu d'échecs dans le Star Wars 7, là... C'est trop quoi, et on cherche des babioles, hop, on tombe sur le globe qui sert d'entraînement à Luke dans le 4ème, hop, et on le jette comme ça. Bon, vous voulez pas encore nous sortir d'autres babioles tant qu'on y est, non, voilà, des choses qui sont trop appuyées, mais vraiment appuyées. Je pense qu'on n'en sera pas débarrassé.
Après, je souhaite que pour Star Wars, par exemple, on ait une distance qui est prise avec bien sûr un premier volet qui aura bien marché. Le deuxième souhaiterait peut-être casser l'image du premier en proposant quelque chose de là vraiment neuf. Alors c'est toujours ce qu'on peut espérer, c'est après qu'on est déçu. Non mais je souhaite qu'il sorte un peu des sentiers battus parce que alors là c'est une autoroute qui est proposée avec Star Wars et qu'il se mette en danger parce que de toute façon tellement de gens vont aller voir Star Wars, même voilà si on n'aime pas ou que sais-je, on ira voir quand même. Donc voilà, ils peuvent se mettre un peu plus en danger, ce n'est pas plus mal et puis ça proposera du neuf, n'est-ce pas ? Donc moi c'est tout ce que je leur souhaite. Après je n'ai pas trop confiance dans la façon dont c'est fait, les réalisateurs et même généralement la production de Disney. Donc voilà, après ce sont des choix personnels. Je me méfie de la nostalgie. Je n'ai pas ressenti tellement de nostalgie que ça dans les derniers films que j'ai regardés. C'est difficile, je trouve, pour moi de vraiment ressentir la nostalgie comme quelque chose de bien finalement. Souvent je l'aperçois comme mal parce qu'elle est mal vendue, parce qu'elle est mal amenée. Mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de positif avec cette nostalgie. Des questions de Sangoku 154. Tu parlais de Durandal dans tes premières FAQ. Avec un regard actuel, que penses-tu de son évolution ? Oh, il n'a pas vraiment évolué étant donné qu'il fait toujours le même programme. Je trouve qu'il a eu même tendance à régresser puisqu'il fait beaucoup plus de trucs mainstream, bien qu'il s'est défendu de cette optique dans ses dernières vidéos, qu'il souhaiterait revenir à quelque chose de plus global, et je lui souhaite. Il est un petit peu moins agaçant. Par contre, il y a toujours de la mauvaise foi, mais incroyable. Je veux dire, son dernier « Pourquoi j'ai raison et vous avez tort », c'est incroyable la mauvaise foi de ce mec. Le fait justement qu'il ne remette pas en cause son contexte servait bien sa théorie, j'ai envie de dire. Et puis, il y a plein d'autres films qui sont de ces types-là et on ne crie pas dessus. Il s'est juste attaqué à un film mais sans se rendre compte qu'il y a d'autres films qui sont comme ça et que c'est vraiment typique de l'époque. Donc, bon, lui reprocher ça à l'époque, alors que c'était normal, pratiquement, le traitement des femmes, le traitement des Noirs dans les films, c'est un petit peu bête de se bloquer sur ça. Je suis sûr qu'il y a d'autres classiques qui sont beaucoup plus contestables, même pas en parlant de contexte. Il faut travailler dessus, plutôt que de faire un résumé d'1h40 du film, qui semble être on va dire, une façon de procéder qui est très très paresseuse. Les histoires de, comment il avait appelé ça, les formats de captation, ou enfin une espèce de nouveau format plus pédagogique. Il avait commencé sur les formats de captation qui étaient vraiment bien, mais après, comme un grand débile, il a dit « mais je voulais faire un truc plus critique », alors que le principe qui était super intéressant était uniquement pédagogique. Mais bien sûr, le mec, il veut mettre son petit grain de sel parce que voilà, je ne comprends même pas pourquoi, il veut refaire la vidéo. S'il veut réduire son contenu vers le bas, mais qui se gêne absolument pas. Bon, moi je suis juste un petit youtubeur, lui il s'en fout de ce que je pense. Mais je trouve qu'il faut qu'il prenne ses distances avec la critique et qu'il fasse pas forcément du rentre-dedans, il en a pas besoin. Et puis justement, c'est plutôt un bon challenge de se dire je vais pas faire du rentre-dedans bête et méchant, et c'est pas facile et il faut toujours se remettre en question pour chaque vidéo. C'est très pénible, surtout quand on fait des vlogs de sortie de salle. Mais c'est un exercice et plus on le fait, plus on est à l'aise avec. Donc bon, moi je lui souhaite d'être un petit peu plus retenu et je suis sûr que ça pourra arriver. Ou alors s'il veut vraiment rentrer dedans, que ses arguments soient en béton. Parce que là, avec des vlogs, il n'y a rien quoi. C'est aussi creux que chez d'autres youtubeurs. Voilà, on te donne 2-3 petites astuces de réal et le c'est intéressant. Alors là, il faut faire vachement attention parce qu'il a un gros tic de langage. Durandal, c'est qu'il dit tout le temps il y a quelque chose d'intéressant. Intéressant. Voilà, moi je trouve ça dommage. Je trouve ça regrettable. Es-tu satisfait de l'évolution de ta chaîne ? Ça c'est la première partie de la question. Tu sais, moi je souhaiterais toujours faire plus de choses, mais je peux pas prendre autant de temps que ça. Et puis maintenant, voilà, je fais des vidéos beaucoup plus longues, donc c'est très frustrant, ça en revient à ta deuxième partie, c'est que j'ai des trucs de copyright et je veux pas me faire plomber. Et ils ont totalement le droit d'avoir cette politique et que le scan fasse chier. Ils ont totalement le droit, parce que
ce qu'on fait là, et même ce que font d'autres youtubeurs, ils n'ont pas le droit d'utiliser des images, parce que ce sont des images qui appartiennent à des maisons de production. Qu'elles soient françaises, chinoises, japonaises, coréennes, grecques, américaines, tout ce que tu veux. On n'a pas le droit d'utiliser ces images ou du son. Alors c'est un petit peu pénible parce qu'on voudrait que nos vidéos soient quand même un petit peu reconnues, mais ils ont totalement le droit d'être aussi virulents qu'ils le peuvent. Dans l'absolu, on devrait supprimer à chaque fois la vidéo, mais bon, on n'est pas à ce niveau-là. Moi, j'essaye de faire quelque chose qui me plaise. J'ai envie d'avoir une chaîne où je peux parler de tout, sans me préoccuper des copyrights. Et je peux vous assurer que si vous foutez un diaporama de photos et une musique que vous aurez vérifiée avant, vous pourrez parler de tout et de n'importe quoi. L'évolution de ma chaîne, la chaîne a évolué dans ce type-là de vidéos, ce sont plus des podcasts, il faut dire ce qui est. J'aurais souhaité quelque chose de plus dynamique, j'aurais souhaité un montage avec le film, mais ce n'est pas le cas. Je ne peux pas et j'ai pas envie de me mettre en association, en partenariat avec des pseudo-networks qui peuvent te protéger, mais plus ou moins, et dès que tu es hors du network parce que tu ne rapportes pas assez ou je ne sais trop quelle connerie, t'es comme dans le No Man's Land pendant la guerre froide, comme vous savez ce qu'on voit dans le pont des espions, quand il y a Tom Hanks qui passe avec le train, il voit des gens qui sont dans des No Man's Land et qui se font tirer à vue et qui se font tuer bêtement. Et bien c'est précisément ce que je serai pour le scanner de YouTube si je sors de network après on va dire 1 an ou 2 ans de protection. Parce que toutes les vidéos qui auront été protégées, tout d'un coup, elles seront plus sous protection. Et là, c'est la fin des haricots. Ma chaîne, elle sera fermée dans l'heure. Je souhaiterais toujours une évolution de ma chaîne pour quelque chose qui soit plus dynamique et qui me forcerait même à réduire la durée de mes vidéos. Mais ce n'est pas le cas. Donc, les vidéos resteront des diaporamas, à moins de trouver tout d'un coup une solution miracle. Et il ne s'agit pas de solution miracle du style le cadre dans le cadre avec le fond flou. Enfin, c'est dégueulasse comme façon de procéder. Je trouve ça dégueulasse. Donc non, si je montre un film, c'est en plein pot. Si je veux vraiment parler du film et de cadrage et de mouvement de caméra, il faut que l'image soit entière. Donc je vais pas m'amuser à faire des conneries. Alors on va recadrer et tout ça. Non. Pour l'instant, je suis pas forcément satisfait de là où elle en est la chaîne, mais il faut continuer comme ça. De toute façon, à un moment, j'arriverai à débloquer tout ça. Et puis, je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, il faudrait que je me pose, que je prenne un temps pour réfléchir sur une nouvelle charte graphique, c'est le cas de le dire, de la chaîne. Un truc, voilà, nickel creux. Mais pour ça, il faudrait que je travaille avec un graphiste et que je travaille, moi-même sur ce que je souhaite. Mais pour l'instant, je ne veux pas prendre le temps de faire ça. Parce que je suis sûr et certain qu'il y a moyen de faire un truc super dynamique en termes graphiques, c'est-à-dire de l'After Effects, avec des screens. Je suis sûr que ça existe. Et que ça peut être vachement bien et que pendant 20-30 minutes, ça peut être cool à regarder. À écouter, mais aussi à regarder. Et ça me forcerait même à travailler davantage le son. À proposer plus de musique d'ambiance que toujours un petit peu les mêmes qui reviennent. Donc, je suis sûr qu'il y a un effort à faire de ma part pour créer vraiment un truc cool sur la chaîne. Mais comme pour l'instant, j'ai pas trop envie de me prendre la tête, c'est comme ça. Donc voilà, il y a des questions qui n'ont pas encore de réponse, mais de toute façon, j'ai pas dit que j'arrêtais la chaîne la semaine prochaine. Je pense être là si tout se passe bien pendant encore des années, donc c'est pas comme si je devais me presser. Petite blague, feras-tu sur une année plus de vidéos FAQ que de critiques ? Pour l'instant, j'ai eu que 7 vidéos au maximum de FAQ, donc il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Lis-tu des comics, manga, drama, livres anciens ? Non, pas du tout. Je devrais un peu plus lire. Mais non, malheureusement, je ne lis pas assez. Ce qui revient aussi à répondre rapidement à ta prochaine question. Quel livre sur le cinéma conseillerais-tu pour se forger une culture cinéma ? Aucun livre, j'ai envie de dire. Regarde un petit peu ce qui te plaît à la Fnac. On m'a déjà... je sais pas pourquoi, mais vous êtes tous en train de me poser des questions de livres, c'est fou. Non, je n'ai pas de conseils à donner. Moi, j'ai pris des livres presque random. Il y a des trucs qui te plairont, d'autres pas forcément. Alors, regarde dans les boutiques ce qui te plaît et prends-les, quoi. Si tu veux plus des bouquins sur des grands auteurs comme Hitchcock, ou si tu veux des bouquins plus sur un cinéma contemporain, il y en a quelques-uns. Ça dépend vraiment. Franchement, ça dépend vraiment. Donc, prends ce qui te plaît. Ensuite,
Que penses-tu des classiques extrêmement reconnus comme Vertigo, Citizen Kane ou Autant n'emporte le vent, qui sont justement présentés comme des classiques? Ou trouves-tu que c'est exagéré? Ah non, je trouve pas que c'est exagéré. Après, même le classique désigne quelque chose d'assez particulier. Un âge de cinéma, une façon de faire, un contexte de grand studio, et puis le classique est aussi un film de renom, un film de prestige, quel que soit le pays d'ailleurs. On peut dire que par exemple, Le jour se lève de Marcel Carné, je crois de 1939 ou 40, c'est un classique du cinéma français. Comme le disait Durandal, souvent ces films sont présentés comme des classiques par des générations qui sont même décédées, et nous portons leur fardeau. Alors il y a des gens qui se rebiffent contre tous ces titres et tous ces films qui sont désignés comme classiques, mais je crois qu'il s'agit aussi pour nous de reconnaître les classiques d'antan. Il y en a, toutes les époques, de toutes les décennies, il y en a vraiment. Et quant à nous, c'est à nous aussi de désigner nos classiques à nous, des années 90, 2000, 2010, puisque nous sommes les prochaines générations qui vont regarder les films. Donc c'est évident que voilà, on peut peut-être trouver les vieux un petit peu dépassés, et nous on vit dans le présent et on voit des films qui émergent et dont on parle encore aujourd'hui. Il faut faire la distinction entre quelque chose d'analytique, on va dire d'objectif, et quelque chose de subjectif et de critique. Autant je peux concevoir Casablanca comme un classique, mais subjectivement, moi en tant que spectateur tout simple, quand j'ai regardé Casablanca, je me suis fait chier, mais grave chier devant Casablanca. Je fais la part des choses, je suis sûr que Autant n'emporte le vent, ça va me faire grave chier. Bon, bien sûr, j'ai regardé tout le résumé de Durandal, mais même si je le regarde comme ça, je sais que je vais un peu m'ennuyer dedans. Et c'est normal. Mais je fais aussi la distinction avec ce que représente le film, par rapport à son époque, par rapport à tout ce qui entoure sa production, comparé à l'impact qu'il a eu. Et je crois aussi un impact qui est très très différent en France. On en avait parlé un petit peu avec Charles Gravouille de Akiran Soliste, Le Magicien d'Oz. En France, on s'en tape. Mais aux États-Unis, c'est super connu, c'est un peu le méga classique. Donc voilà, ce qui est classique pour l'un ne l'est pas pour l'autre, mais il y a souvent une base commune, c'est pour nous donner des repères aussi. Les classiques sont là aussi pour nous donner des repères de valeur, avec lesquels après on peut prendre des distances en fonction du film. Donc pour moi, les classiques sont des choses qui sont plutôt importantes pour la compréhension du cinéma, pour la base du cinéma aussi. Les règles classiques sont assimilées aussi à des classiques. Quand je dis classique, j'ai tendance à beaucoup penser à des vieux films, alors qu'il y en a, comme je l'avais dit, à toutes les décennies. Je ne trouve pas que c'est exagéré, c'est tout à fait justifié qu'on les considère comme classiques, c'est-à-dire vraiment des représentants de leur temps qui sont importants par rapport à tous les autres films qui ont été faits, ne veut pas dire qu'on doit leur vouer des petites messes. Chacun prend sa distance avec un classique, mais il ne faut pas oublier ce qu'ils sont. Et je crois que c'est aussi notre devoir de perdurer aussi des traditions et de perdurer aussi un peu l'image qu'a la critique et les analystes, les universitaires, quand ils parlent de cinéma. Pas commencer à dire n'importe quoi, du style le néoréalisme italien, c'est des années 70 à 90. Ah ouais, mais attends, tu me fais bien rire mon petit, mais c'est pas ça quoi. Voilà, mais c'est ça, parce qu'on dit c'est pas un classique et tout ça, et après ça en devient ridicule au point de dire des conneries sur des définitions de termes. Donc on en revoit encore à des jeunes qui croient tout savoir sur le cinéma alors qu'il y a des règles, il y a de vraies règles et des vraies bases. Et des films qui sont des monuments. Et si on va à contre-courant, tu dis fuck le vocabulaire cinématographique, quoi. Et ça peut poser des petits problèmes. Parce qu'il nous faut une base pour discuter, tous ensemble. Et ces bases, pour moi, ce sont ces classiques qui ont tout construit. Et on leur doit un petit peu de respect. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on peut ne pas aimer avoir du respect, hein. Ah, ça, y a pas de souci. Moi, je respecte énormément le travail d'Hitchcock sur Vertigo, mais je ne suis pas investi dans le film, et ça s'arrête là. Je suis pas en train de dire « Ouais, c'est de la merde et tout ça !» Non. Autant n'emporte le vent. C'est un style ou une histoire qui m'intéresse pas, mais il faut aussi le respecter. Alors bon, question ouverte, question avec encore plus de débats après la vidéo de Durandal sur Autant n'emporte le vent.
pour moi, non, ce n'est pas du tout exagéré de les considérer comme des classiques. Ensuite, dernière question, tu suggères des youtubeurs sur ta chaîne. Pourquoi suggères-tu ces youtubeurs particulièrement ? Eh bien parce que la liste des youtubeurs qu'on pouvait suggérer était limitée. Si ça ne tenait qu'à moi, je suggérerais beaucoup plus d'autres youtubeurs, mais ce n'est pas le cas. Donc ça s'arrête presque là. Je trouve que ces youtubeurs-ci sont intéressants pour leur contenu, pour leur façon d'évoquer les choses. Par exemple, Pornorama, bon, c'est un mec qui fait du facecam, c'est Arnaud. Il propose un contenu qui est inédit. De même que Johan from Outer Space, il avait commencé un truc un petit peu moyen, c'est-à-dire voilà, des reviews de films un petit peu perchés, et après il a trouvé une voie que je trouvais très très séduisante, c'est-à-dire les fiches techniques. J'ai appris 2-3 trucs, les durs à cuire, les extraterrestres qui m'avaient fait bien rire, donc et voilà, il faut essayer de trouver un contenu intéressant, et moi j'avais envie de proposer quelques chaînes qui ont un contenu que je trouve intéressant. Vraiment un contenu pour lesquels je vais voir la chaîne. Un contenu qui me fait apprendre des choses. Voilà, et j'ai envie de promouvoir ces chaînes-là. Et ça s'arrête là. Tu souhaiterais que je suggère quoi ? Des gens qui sont suggérés dans les recommandations YouTube de base ? Là, j'en ai pas besoin de faire de la pub pour ces gens-là. Ceux-là, Pornorama, Johan, Akiran Soliste, Ciné Club de Mr. Bobbin, ils ont pas eu beaucoup de vues. Hein. Et Beats, par contre, Beats, ça, c'est une chaîne qui devrait avoir beaucoup plus d'abonnés, même s'ils en ont déjà pas mal. Ça, c'est une super émission aussi. Et c'est une émission qui est ultra professionnelle. Donc, franchement, non, je crois bien faire de suggérer ces gens-là, ces chaînes-là, qui ont un énorme potentiel et qui j'espère perdureront le plus loin possible. Je te remercie Sangoku 154 pour tes questions, je te souhaite bon vent et à très bientôt. Ensuite, des questions de Soxetsa. Que préfères-tu entre les films Marvel et DC et pourquoi ? Je préfère DC parce qu'ils sont dramatiques, tout simplement. Je préfère largement du film de super-héros dramatique, c'est-à-dire il y a un drame, une crise, et le héros vient résoudre cette crise en prenant en compte vraiment la dramatisation de la crise, le sérieux de l'événement et de la situation, plutôt que Marvel où c'est de la blague tout le temps, quoi. Et je trouve que les Marvel sont pas supra bien réalisés. Sûrement parce que ce sont des réalisateurs de séries qui font les films, et ça joue aussi un petit peu. Il s'agit pas de faire des plans, des travelling de ouf avec des effets spéciaux. Il y a une structure, il y a un jeu de regard, il y a un travail, tout ça, ça se travaille. Et moi, je retrouve très peu mon compte avec Marvel. Alors on verra quand d'ici on aura proposé un peu plus de films. Cette année, il y en a 2. J'ai hâte de voir, justement. Donc oui, pour moi, c'est d'ici clair et net. Et même en termes de super-héros, tu peux pas tester, quoi. Ne serait-ce que Batman et Superman, tu peux pas tester. Et puis, je tiens à signaler que, comparé à Marvel, DC fait d'excellents films d'animation. Excellent. Question chiante, je sais, mais pourquoi n'aimes-tu pas les films d'horreur ? Trop sensible ? J'ai pas dit que je n'aimais pas les films d'horreur. C'est que je n'aime pas en regarder comme ça au cinéma, si je vais pas au cinéma. J'en ai vu, hein, faut pas croire que j'en ai pas vu. Si, j'en ai vu, mais je suis pas en train de me masturber devant. Et je suis pas en train d'en faire la collection. Parce qu'il y a des gens qui regardent tous les films d'horreur et tout ça, bah moi... je trouve plus mon compte avec des films à suspense. Si je veux des films qui me fassent aussi des sensations d'horreur, d'angoisse et tout ça, je préfère les films avec du suspense. Ce n'est pas parce que je n'en parle pas tellement sur la chaîne que je fais complètement abstraction des films d'horreur. J'y trouve pas vraiment mon compte. Alors je me presse jamais pour en regarder. J'en regarde régulièrement, mais je me presse pas pour aller les regarder. Apprécies-tu le concept de remake ? Quels sont, selon toi, les éléments à respecter pour faire un bon remake ? Est-ce qu'il y en a qui t'ont marqué ? Et quel film mérite, selon toi, pour être un bon remake ? Et pourquoi un bon nombre de remakes ont échoué ? Oh là là, on m'a déjà posé des questions de remake, hein. Je t'invite à regarder les FAQ précédentes. Là, je vais être extrêmement rapide parce qu'on m'a déjà posé cette question. Je t'invite à regarder les autres FAQ précédentes. Je te rappelle qu'il y a les questions dans les descriptions des vidéos avec les timecodes, avec le temps à côté. Apprécies-tu le concept de remake ? Ben oui, s'il est bien fait, moi je trouve que c'est plutôt bien de rajeunir un film. Selon toi, quels sont les remakes ? Quels sont les éléments à respecter ? Une trame narrative, pas forcément une esthétique, ça change, et justement, c'est bien de voir un remake quand il est posé dans notre monde. Et pas forcément un remake qui doit absolument adopter le point de vue de l'époque. Ça fait des fois des choses un petit peu ratées. Donc un remake, pour moi, ça s'inscrit dans l'époque précise dans laquelle on vit. Ben, Massacre à la tronçonneuse, le remake, je crois qui était sorti en 2003, il est très bon.
parce qu'il est vraiment intégré, même esthétiquement, et même en termes de qu'est-ce qu'on montre avec la violence, il est intégré à notre société actuelle, et la façon aussi dont on fait les films. Et ça, je trouve très très intéressant. Il y a des remakes qui m'ont marqué. Oui, il y a sûrement des remakes qui m'ont marqué, mais après là, comme ça sur le coup, je peux difficilement te le dire. J'ai largement plus aimé le remake de David Fincher de Millennium. Il doit y avoir des remakes que j'aime bien. Par exemple, j'aime bien le Ben-Hur, parce qu'il y a eu un Ben-Hur en 26 ou 27, je ne sais plus. Et il y a eu aussi un Ben-Hur en 1900, si je me trompe pas, 60. Et celui-là, il est incroyable, il est spectaculaire, le Ben-Hur, avec Charlton Heston, vraiment super film. J'ai pas du tout aimé les remakes de Halloween, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ces remakes-là, sûrement à cause du style et on montre les origines. Et justement, le principe, c'est qu'on ne montre pas les origines, mais bon, c'est tendance en ce moment de montrer des origines. Alors bon, selon toi, quels sont les films qui méritent d'avoir un remake ? N'importe quel film, mais après il faut que ce soit bien fait, il faut que ce soit intelligemment retranscrit, et puis voilà, ça s'arrête là. Hein. Pourquoi bon nombre de remakes ont-ils échoué ? Ça, j'en sais trop rien. Tu sais, moi je suis juste un monteur qui travaille pour l'instant en télé, je suis pas scénariste et je suis pas réal, hein, donc moi je me pose moins de questions à ce niveau-là. Parce que le projet n'était pas séduisant à la base, qu'est-ce que le remake allait ajouter ? Pas grand-chose en fait. Et puis il y a des gens qui ont une nostalgie mal placée et qui ne peuvent pas supporter qu'on refasse un film. Moi j'étais d'accord avec pas mal de critiques qui disaient que le remake de Robocop n'était pas mauvais. Là, celui qui était sorti en 2014, il n'était pas mauvais, hein, il se regardait bien. Hein. Après, c'est les gens qui ont une nostalgie, comme je disais, mal placée, et qui ne le supportent pas, et après, ils viennent démolir un pauvre film qui veut juste, vivre, tout simplement. Donc, tu sais, je pense que c'est aussi de la part des spectateurs qui, des fois, débloquent complètement. Mais ça, c'est pas la première fois qu'ils débloquent pour ce genre de sujet. Que penses-tu de l'évolution du cinéma moderne de nos jours ? Évolue-t-il dans le bon sens ? Qu'est-ce que c'est que le bon sens ? Parce que pour le spectateur, il faudrait qu'il évolue dans un sens un peu chelou, à mon avis. Donc non, il évolue, point barre. Il évolue pas dans un sens ou dans l'autre. Et puis on ne peut rien faire pour changer ça. Mis à part faire des boycotts totales, mais ça, c'est impossible. Le 7ème art marque-t-il autant aujourd'hui ? Ça c'est l'avenir qui nous le dira, C'est pas aujourd'hui qu'on va se rendre compte quelles sont les grandes évolutions, quels sont les films marquants, C'est dur de le voir dans l'instant même. Quel est selon toi l'avenir du cinéma ? Ça on me l'a déjà posé, je t'invite à regarder les FAQ précédentes. Généralement, on peut pas savoir s'il évolue dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Oserais-tu dire qu'il y a un bon sens ? Parce que alors là ce serait extrémiste, Non, il évolue, point barre. C'est pas les spectateurs qui ont dit à un moment « il va évoluer vers la contre-culture ». Non, ça s'est fait progressivement parce qu'il y a eu des guerres, parce qu'il y a eu des périodes d'essor économique, etc., etc. Donc non, il évolue. Alors dans ce cas-là, ça reviendrait à dire est-ce que notre société évolue dans le bon sens ? Après, je peux donner mon avis, mais ça changera rien du tout à ce qu'est le cinéma. Moi, j'ai même pas envie de me poser la question est-ce qu'il évolue dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Je trouve que ça sert à rien de se poser des questions comme ça. C'est plutôt la question comment évolue-t-il qui est intéressante. Et pas est-ce qu'il évolue en bien ou en mal. Ma réponse c'est qu'on s'en tape de ces questions. C'est pas le plus important. Le plus important c'est de savoir quelles sont les tendances. C'est pas dire est-ce que ces tendances sont bien. Je crois que c'est vraiment la nuance que j'opère là avec ta question. Il faut juste l'orienter différemment et me poser les bonnes questions. Après, est-ce qu'il y a des bonnes questions ou des mauvaises questions ? On peut aller loin sur ce petit jeu-là. Non, il y a des questions, il faut se les poser. Mais des choses négatives ou positives, c'est toujours très subjectif et c'est souvent très inutile. Voilà. Je te remercie pour tes questions, Jock7sa. Peut-être ça se prononce autrement, mais j'en sais rien. En tout cas, je te remercie pour tes questions. Ensuite, des questions de Fourmi-Fourmac. Pourquoi ne pas choisir des questions qui te semblent les plus pertinentes au lieu de passer tout ce temps à paraître blasé et expliquer pourquoi certaines questions te gonflent ? Ta question, elle me gonfle, je crois que je vais la passer. Non, mais il s'agit juste de répondre à la personne. Quand la personne te pose la question en vrai, tu vas pas l'ignorer, quoi. Après, il suffit juste de répondre le plus rapidement possible. J'ai encore le temps de répondre sans faire de tri. Je ne vois pas pourquoi je devrais commencer à
à faire le tri et tout ça. Là, je réponds plutôt rapidement. Enfin, je trouve. Non, je me pose pas ces questions-là. Pour l'instant, j'ai encore le temps de le faire. C'est ça. Quand j'aurai plus le temps, il y aura vraiment un changement, mais là, ce n'est pas le cas. Et puis souvent, les gens, ils me posent un peu les mêmes questions, donc je peux leur envoyer vers des réponses que j'ai déjà données et qui ne changent pas tellement. Ensuite, quelle est ta façon de jouer? Ligne droite jusqu'au bout, ou jongles-tu entre plusieurs styles de jeu? Non, pas forcément. Je ne jongle pas forcément entre différents styles de jeu. Il y a des jeux qui restent tout le temps sur mon PC parce que des fois c'est bien et ça dure 30 minutes et puis voilà. Autrement, c'est un jeu, je le fais à fond. Vraiment, ça peut être du style toute une semaine, je fais que ce jeu-là. Après, il y a des jeux qui proposent plus, genre les jeux de stratégie ou les shoots avec des choses en ligne et des choses comme ça. Donc ça permet de diversifier en plus. Mais en ce moment, je me retrouve plus dans les jeux en ligne parce que tout devient e-sport, extrêmement compétitif et moi, ça a tendance à m'agacer. Donc j'ai de moins en moins tendance à faire du jeu en ligne. Donc s'il y a une bonne histoire, je fais le jeu avec grand plaisir, mais autrement, non. C'est pour ça que je fais de moins en moins de jeux. Je te remercie Fourmi-Fourmac pour tes questions. Je sais que la première, elle a été posée il y a très très longtemps, mais ça ne change pas tellement, tu sais, les questions qui gonflent, bah tu les passes. J'ai mis précisément des timecodes et les questions dans la description pour que vous puissiez passer les choses qui vous gonflent, qui ne vous intéressent pas. Pas besoin après de se sentir énervé parce que j'ai l'air blasé. Je l'ai blasé pour certaines questions, c'est souvent que j'enchaîne beaucoup d'enregistrements et qu'à la fin j'ai moins de voix et donc je suis plus fatigué. Ou que c'est à la fin de la journée aussi, ça peut arriver. Ensuite, des questions, deuxième flopée de questions de Luc Aubry. T'intéresses-tu à des documentaires? Oui, si oui, lesquels? Généralement des documentaires sur le cinéma, après ça m'arrive de trouver des trucs sur la société. Ça m'arrive aussi, si j'en ai eu l'occasion, de trouver des docs sur les animaux. C'est toujours agréable à regarder. C'est toujours très intéressant. Autrement, je regarde pas tant que ça. Je n'aime pas tellement le doc social. C'est un peu épuisant des fois. Tu te dis, toute la misère du monde qui est concentrée en 1h20, quoi. Donc, bon, c'est un peu pénible. Mais je devrais regarder un peu plus de docs. Mais des docs qui datent un petit peu du style Louis Malle. Des docs comme ça. Je devrais plus en regarder, mais j'ai pas le temps. Non, c'est pas que je n'ai pas le temps, c'est que je me prends pas le temps. Comment organises-tu les critiques en duo? C'est pas difficile à faire, mais faut-il encore trouver des gens qui ont envie d'enregistrer avec moi? Non pas que je sois insupportable, mais il faut juste trouver des gens qui sont intéressés pour avoir leur voix enregistrée. Et puis, bon, moi j'écris mon texte, comme si je le faisais solo. L'autre personne, je lui dis que de toute façon qu'on va être en duo, donc elle peut prendre des notes ou non, c'est elle qui voit. Et quand on est tous les deux, eh bien, on a mon texte en face de nous, comme ça, on a une ligne directrice et la personne peut avoir des notes aussi à côté. On se laisse aussi dans le dialogue des marges de manœuvre. Si la personne a envie de reformuler, elle reformule, elle regarde ses notes, il n'y a pas de souci. De toute façon, après tout ça passe au montage. Je réduis systématiquement les durées, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On a regardé nos notes, on s'est consulté avant de prendre la parole, des choses comme ça. Et après, le dialogue se fait. C'est souvent quand il y a un dialogue qui se fait dans l'instant même que je n'ai pas à faire de coupe, parce que c'est vivant, parce que c'est instantané et on réagit vraiment à l'autre. Et c'est là où c'est peut-être plus facile, parce qu'on a vraiment quelqu'un à qui on s'adresse. Et le texte nous structure et nous dit à peu près quand on est à la fin. Penses-tu, comme moi, que les critiques rapides de certains youtubeurs sont parfois trop extrémistes? Oui, mais après, eux, ils se destinent pas à faire... Si, Doug Walker, il est quand même censé avoir une expertise. Mais après, c'est des gens qui veulent pas s'engouffrer dans des choses qui sont très très longues et qui font des formats courts parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils trouvent que c'est utile, parce qu'ils veulent être aussi tendance. Ils veulent pas s'engouffrer dans des trucs de 30 minutes. C'est leur décision et ça s'arrête là. Bon, moi, je trouve pas mon compte, ça c'est sûr. C'était pas extrémiste, mais c'est très synthétique. Je ne trouve pas que ce soit très extrémiste. Disney, selon toi, serait une industrie en produisant des films à la chaîne pour le grand public, accompagné d'un important merchandising ou un art visuel pour ses concepteurs de beauté très recherchés, ses travaux, ses décors, etc. Eh bien, je pense que pour les concepteurs et les artistes, c'est un art, parce qu'on leur demande quand même de dessiner des choses, de créer des formes. Pour eux, c'est un art. Après, le scénario, il passe peut-être entre les mains des gens du marketing, de gens qui n'en ont rien à foutre, du style actionnaire de Wall Street. Et après, c'est validé ou non. Parce qu'il faut un gamin, parce que le film est censé s'orienter pour les gamins, donc il faut un gamin comme héros. Et ça, ne serait-ce que ça, c'est du merchandising et du marketing.
Même le design de personnages, je pense à Baymax, c'est du design pour vendre des trucs après. C'est prévu pour. De même que l'aveu total des concepteurs qui disent que Olaf, le bonhomme de neige dans La Princesse des Neiges était uniquement là pour apporter de l'humour, du merchandising et faire en sorte que le récit soit moins dramatique. C'est-à-dire que le bonhomme de neige n'était pas là à la base du scénario. Donc c'est un espèce de truc rajouté par les actionnaires. Les artistes, eux, ils doivent être délicieusement reçus et ils doivent vraiment aimer ce qu'on leur demande de faire. Et puis, Baymax est un produit marketing, ça n'empêche pas que dans le film il soit très très beau, très très bien fait et qu'il s'anime magnifiquement bien. C'est de la beauté d'art, c'est un travail d'artiste. Les origines du pourquoi de telle ou telle forme ou de telle ou telle présence de personnage, elle leur en vient pas aux dessinateurs. N'oubliez pas qu'aujourd'hui c'est terminé, hein. Les dessinateurs ne prennent plus de décisions de scénario. Autant avant ça se faisait. Mais quand ils ont commencé à faire des scénarios et des choses pour limiter justement l'animation qui devenait très coûteuse, là ça a changé de main. Et maintenant nous sommes plus dans une production de films, dans les structures et dans la hiérarchie, qu'une des productions où il y avait les animateurs qui étaient les scénaristes. Tout ça est un petit peu compliqué. Moi-même je n'ai que des bribes de réponses, je n'ai pas été là-dedans, donc je n'en sais rien finalement, c'est un petit peu de l'hypothèse, mais je pense qu'il y a vraiment une différence vraiment importante entre ceux qui font le film et ceux qui décident du film. Je te remercie, Luc Aubry, pour tes petites questions. Ensuite, des questions de Doc Simon concernant ta carrière cinéma professionnel. Alors déjà, on dit pas carrière, on dit parcours, parce que carrière, ça pense tout de suite à une espèce de truc de star. Hein. Non. On parle de parcours, c'est beaucoup plus précis et moins pompeux. Quand as-tu envisagé de t'engouffrer dans cette voie-là et par la suite vraiment penser à faire des études de cinéma et tout ça? Non, ça s'est fait progressivement et ça s'est fait aussi par manque de choix. Et puis il se trouve que dans ce choix un peu malgré moi, il se trouvait que j'aimais beaucoup et que j'étais bon. Donc ça s'arrête là, tout simplement. Après, entre études et le parcours véritablement professionnel, là c'est très différent. Hein. Les études, ça s'est bien passé. Le parcours professionnel, ça fait mal. C'est dur. Ça s'est dessiné au fur et à mesure, mais plus parce que les choix autour de moi étaient fermés. Ensuite, as-tu une scène de film qui t'a le plus traumatisé en étant petit? Ouais, des trucs, genre des films qu'il faut pas avoir quand on est petit. Je vais t'en citer un, Tremors. Or, Tremors, je t'invite à voir le film, mais sans rien voir, pas de Google Images, pas de vidéo, bande-annonce. Tu regardes le film, tu le prends ou même tu le télécharges, mais sans rien voir d'autre. Et tu balances le film et direct. Et tu verras qu'il y a quelques scènes où, si tu sais pas du tout de quoi ça parle, ça pourrait vachement te choquer. Alors, j'espère que ça te fera pas rire, si tu le regardes, parce que ça pourrait faire un peu rire, mais c'est tellement dégueulasse. Et alors, imagine que ce genre de film, tu le regardes quand t'es pas... Surtout une scène. C'est des scènes il faut pas voir quand on est petit. Et moi, malheureusement, je suis tombé devant. C'est un film fantastique d'horreur. On va dire ça comme ça. Je t'en dis pas plus. Va voir le film sans rien voir si ça se trouve tu connais pas. Tremors. Alors le premier, surtout le premier. Il y a eu des suites qu'il faut pas imaginer. Voilà, je te remercie pour tes questions, Doc Simon, et je te souhaite une bonne continuation. Ensuite, une question de bonjour. Bonjour. Une fois de plus, tu m'as posé une question. Tu dis dans ta critique de Django Unchained qu'étant donné le décès de Sally, la monteuse attitrée de Tarantino, le montage de son film était donc très classique en comparaison de ses autres longs métrages. Pourrais-tu expliciter, selon toi, qu'est-ce qui rendait les montages de Sally si exceptionnels dans les autres films du réalisateur? Je n'ai pas dit qu'ils étaient si exceptionnels. Je tiens à te signaler, j'ai revu la critique, je me suis dit, tiens, est-ce que j'ai dit si exceptionnel? Je trouve que c'était un fort de café. Non, je n'ai pas dit qu'ils étaient si exceptionnels. Je sentais qu'il y avait une différence. Les effets de style étaient moins présents. Après, peut-être que Tarantino, quand il tournait, n'y pensait même pas. Mais je trouve qu'en termes de les effets de zoom, bien sûr, tu as des effets de zoom dans le film, mais je trouve que Tarantino se calmait beaucoup avec ça, que voilà, des trucs de speed screen, des effets de clip, je les ai trouvés beaucoup moins présents. De mémoire, je n'ai pas vu Django Unchained depuis sa sortie. Je trouvais que c'était moins dingue, et ça s'est confirmé d'ailleurs avec le film suivant, Les 8 salopards, qui est aussi très très peu démonstratif
en style. C'est quelque chose qui est beaucoup plus posé. Parce que je me souviens particulièrement de Kill Bill, qui est complètement déchaîné. Kill Bill, c'est les films que je préfère, de Tarantino. Il faudrait que je revoie les films, mais moi, je vais pas commencer à revoir des films pour répondre à des questions. Mais je trouvais que c'était... Le style du montage était beaucoup plus carré, beaucoup plus ordonné. Moins référencé esthétiquement. Oui, je ressentais moins les influences de telle ou telle décennie sur le montage quand j'ai vu un Django Unchained et quand j'ai vu Les 8 salopards. Ensuite, une question de 1998, Pickerton. Ah, ça, c'est un pseudo magique. Tim me demande comment te positionnes-tu par rapport aux autres youtubeurs cinéma. Je perçois parfois un certain ressentiment de ta part à l'égard de certains d'entre eux. Durandal, point d'interrogation. Je me trompe, point d'interrogation. Eh bien, je pense que tu as déjà une partie de la réponse dans les précédentes questions de la FAQ. Je ne vais pas trop m'étendre sur ce niveau-là du rapport avec les autres youtubeurs cinéma. J'ai quelques personnes avec qui je discute bien volontiers, hein. Je regarde, mais bon, je suis un peu lassé, je suis un peu blasé. Ça s'arrête là, hein. Je me positionne. Bah, moi, je m'en fous de me positionner. Je fais mon affaire et puis voilà, quoi. Ça s'arrête là. En fait, je trouve que trop regarder et prendre en considération ce que font les autres pourrait après servir à essayer de manœuvrer sa barque par rapport aux tendances des autres chaînes, et je crois que c'est pas du tout positif pour le développement de sa propre chaîne. Il faut être au courant de ce qui se fait, mais pas au détriment de son propre contenu. J'aime pas trop ce qui se fait, les facecams. Je ne peux pas le faire et je n'aime pas trop ça à force d'en voir. Je n'aime pas tellement ça parce que ce n'est pas bien utilisé, je trouve, le facecam. Je préfère me renseigner sur un film autant que je peux me le permettre. Je veux pas dire de la merde, tout simplement. Alors, il y en a d'autres qui arrivent avec leur ressenti personnel, c'est bien joli. Mais bon, après, il y a plein de choses qu'ils disent qui peuvent être contredites par des interviews. Donc, c'est un peu dommage, quoi, de faire des choses qu'on peut regretter après. Et moi, j'ai pas envie de regretter le contenu, en tout cas le propos. Je sais que la technique, je le regretterai toujours un petit peu parce que j'ai envie de monter, de faire quelque chose de plus monté. Mais après, je veux pas aussi traîner pendant des mois à faire un truc et ça me fait chier. Et enfin, après sortir la vidéo un mois après, youhou. Donc enfin, j'extrapole là, mais c'est un peu ça. Ben, ressentiment, faut dire que moi je suis arrivé en 2011 et je suis presque la dernière roue du carrosse. Alors bon. Non, après je sais que mon contenu est un peu atypique parce que la forme n'est pas conventionnelle, donc et j'ai dû recommencer ma chaîne aussi plusieurs fois. C'est pour ça que moi j'ai toujours un peu de... Je suis pas bien, moi, parce que ça me fait chier. J'aurais dû être le premier. Non, mais oui, il y a un peu de ça, moi, je vous cache pas, il y a un peu de ça. Et ça fait chier que j'ai dû recommencer ma chaîne plusieurs fois, parce que si ma chaîne était restée, la première, donc, que j'avais créée il y a bien longtemps, bien avant d'avoir commencé à faire des vidéos sur le cinéma, si elle était restée, je pense que j'aurais un nombre d'abonnés et une visibilité un petit peu plus accrue. C'est pas grave, maintenant c'est comme ça, et puis maintenant j'ai un bon rythme, j'ai un rythme de travail qui est bien, que je devrais complètement baisser, parce que voilà, je l'avais déjà expliqué avant, et puis c'est comme ça sert à rien de refaire le monde, et de refaire le passé, je vais pas utiliser une machine à remonter dans le temps pour avoir plus d'abonnés, hein. Et puis ça me permet aussi de répondre à toutes ces questions, parce que pensez bien que si j'ai tout d'un coup 10 000, 15 000 abonnés, et qu'ils sont aussi actifs que certaines personnes le sont actuellement, ben je ne pourrais plus faire des FAQ de ce type-là, parce qu'il y aurait peut-être trop de questions et trop de gens. Donc adieu les réponses de commentaires, adieu les FAQ, adieu tout ça. Là je ne peux encore me le permettre et ça c'est vraiment cool. Donc je vous remercie à ce niveau-là de ne pas vous presser pour vous abonner. Abonnez-vous. Voilà, le ressenti, c'est que j'essaie de faire un truc de mon côté. Après, je souhaite avoir une meilleure qualité de propos que certains youtubeurs. Je dis pas tous, mais que certains youtubeurs. Qu'il y ait plus de vues ou tout ça, on peut faire abstraction de ça. Le plus important, c'est de savoir ce qu'on vaut, soi-même, par rapport à certaines chaînes à laquelle on peut se comparer. Point final. En tout cas, je te remercie pour ta question, ça fait toujours travailler, ça fait cogiter ce genre de questions, même si des fois j'ai l'impression que je me répète. En tout cas, je te remercie, Pickerton 1998. Voilà, cette 5e partie de FAQ est terminée. J'espère que le contenu vous aura plu. Alors,
pas problème. À chaque fois, je me dis, alors, est-ce que cette question, je la mets dans le montage ou je la repousse encore à la partie suivante? Alors en fait, j'essaie de faire un équilibre pour que ça tombe pile poil sur 50 minutes. Alors je dois toujours un peu rogner, un peu virer quelques morceaux de réponse, mais généralement, j'essaie toujours que ça tombe pile poil là-dedans. Ne vous étonnez pas si vous n'avez pas encore votre réponse à votre question dans cette partie-ci. Sûrement que j'ai déjà enregistré la réponse, mais je la repousse parce que ça correspond pas totalement au timing. Mais ne vous affolez pas, ça tombera bien à un moment. Serez-vous l'heureux élu pour la prochaine partie? Ça vous le saurez très bientôt dans la 6e partie. Donc je vous remercie de me suivre, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Je sais que 50 minutes, c'est toujours un petit peu massif, mais en même temps, j'y peux rien, c'est comme ça que j'ai décidé de le faire pour l'instant. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!